L'Empire Inca est un empire conquis par la guerre et maintenu par la contrainte. Mais cette contrainte ne repose pas sur une armée professionnelle permanente, comparable aux légions romaines ou aux armées royales européennes. Elle repose sur la mobilisation massive des populations paysannes. Dans le Tawantinsuyu, la guerre n'est pas l'affaire d'une caste de soldats, elle est en fait une obligation collective. Les Incas ne disposent pas d'une armée de métier au sens strict. Certes, c'est vrai, le souverain possède une garde personnelle permanente qui est forte de plusieurs centaines, voire parfois d'un millier d'hommes, comme celle d'Atahualpa. Mais l'essentiel des forces armées est constitué de conscrits issus des peuples soumis. Les soldats incas sont avant tout des paysans et des bergers qui accomplissent une corvée militaire au même titre que les autres corvées imposées par l'État. Cette militarisation de la société s'appuie sur une tradition ancienne. Dans de nombreuses sociétés andines, l'apprentissage de la guerre fait partie de l'éducation des garçons dès le plus jeune âge. Chaque groupe ethnique fournit aux Incas son propre contingent, organisé selon ses usages, armé de ses propres armes et reconnaissable à ses signes distinctifs. Ces unités sont commandées par des capitaines issus du groupe concerné, mais placés sous l'autorité d'officiers cusquéniens, proches parents de l'Inca. Le commandement suprême des armées revient toujours au souverain lui-même, bien sûr. La guerre, c'était évidemment aussi un puissant facteur de prestige. Pour les élites locales, la participation aux campagnes militaires, c'est évidemment un moyen de renforcer leur statut et de prouver leur loyauté envers l'Inca. Mais le coût humain est considérable. Les Lupaca, par exemple, qui comptent environ 20 000 foyers, envoie 6 000 guerriers combattre dans le nord au moment du conflit opposant Huascar à Atahualpa. Près de 5 000 d'entre eux y trouvent la mort. La corvée militaire est donc lourde, parfois écrasante pour les communautés paysannes. Les armées incas disposent d'un arsenal varié, des massues, des lances, des arcs, des frondes, des lassos à boules, je vous passe les termes originaux. Certaines armes sont communes à pas mal de peuples andins, d'autres sont propres aux Incas, comme la Suntur Pacuar, qui est un des symboles royaux. Les descriptions laissées par les chroniqueurs espagnols montrent des troupes organisées, disciplinées, divisées en compagnies, dotées d'étendards, protégées par des plastrons et des casques rembourrés. La guerre inca n'est pas anarchique, elle est codifiée, structurée et là encore collective. Malgré tout, la force principale des armées incas ne réside pas dans leur technologie militaire, mais dans leur supériorité numérique. Donc c'est l'humain qui prime. Les campagnes sont souvent précédées par une démonstration de force spectaculaire. L'Inca envoie des armées massives capables d'impressionner, de dissuader toute résistance. Dans pas mal de cas, cette seule présence suffit à obtenir la soumission des élites locales, qui préfèrent évidemment négocier plutôt que de risquer l'anéantissement. Parce que les Incas pratiquent une politique de la terreur assumée. Ceux qui se soumettent sont traités avec générosité, souvenez-vous de l'épisode 1. Leur statut est préservé, parfois même renforcé, et ils reçoivent des dons réguliers. Mais ceux qui résistent s'exposent à une répression implacable. Des populations entières sont massacrées, comme les Cayambis en Équateur ou les habitants de la vallée de Cañete. Ailleurs, la punition prend la forme de déportations massives destinées à briser toute cohésion sociale, comme dans la haute vallée de Mantaro. À mesure que l'Empire s'étend, cette militarisation pose un problème majeur. Les soldats sont aussi des agriculteurs. Donc plus les campagnes militaires s'allongent, plus ils sont absents de leurs terres. La survie même de l'Empire est menacée quand les champs ne sont plus cultivés à temps. Et face à ce danger, les Incas adaptent leur système. Ils créent progressivement une armée plus spécialisée, en désignant certains aïlous comme groupe militaire permanent, tandis que d'autres sont dispensés de service armé et affectés exclusivement à l'agriculture. C'est important, cette adaptation. Ce choix est aussi politique. Les Incas confient les fonctions militaires à des peuples jugés fidèles, comme certains groupes de Kulasayú, tandis qu'ils interdisent le port des armes à des populations suspectes, notamment les anciens sujets de l'Empire Chimu, dont ils redoutent la capacité de rébellion. Une fois l'époque des grandes conquêtes achevée, l'armée change de fonction. Il ne s'agit pas seulement de soumettre de nouveaux territoires, mais de contrôler les provinces et de sécuriser les frontières. Des garnisons importantes sont installées dans toutes les régions de l'Empire. Leur approvisionnement est assuré par un vaste réseau de greniers et d'entrepôts mis en place à proximité des centres administratifs. Chaque soldat reçoit vêtements, sandales, couvertures, nourriture et coca, bien sûr.
La construction du réseau routier impérial répond en grande partie, c'est vrai, à cette nécessité, déplacer rapidement des troupes pour étouffer les révoltes. Vous voyez, on n'a rien inventé, ils n'ont rien inventé non plus, c'est vieux comme le monde. Contrairement à de nombreux empires de l'Ancien Monde, l'Empire Inca ne se défend pas contre des menaces extérieures majeures en fait. Il est presque toujours à l'offensive. Les forteresses qu'il construit sont moins des ouvrages défensifs que des bases de départ pour de futures conquêtes ou des points de contrôle dans des régions instables. Seules certaines zones frontières, comme l'est du Kulassuyu, sont dotées de véritables systèmes défensifs destinés à contenir les incursions de populations, mais de populations nomades. La société Inca apparaît comme ça comme profondément militarisée, non pas par la présence constante de soldats professionnels, mais par l'intégration de la guerre dans le fonctionnement même de la société paysanne. Travailler la terre et prendre les armes relève d'une même logique de service envers l'État. Cette militarisation contribue à la puissance de l'Empire, mais elle accroît aussi les tensions internes en pesant lourdement sur les communautés qui en constituent la base évidemment.